c'est la base, le fonctionnement de la Convention, c'est les exposants. C'est les exposants parce que c'était pas évident pour eux de relever le challenge de venir à ce salon, à cette convention, avec les circonstances qui sont celles qu'on connaît à l'heure actuelle, avec cette pandémie qui, preuve en est, on l'a appris encore aujourd'hui, puisque on a un ministre qui a fait des déclarations fortes hier. Donc voilà, eux d'abord, merci d'avoir eu confiance dans l'organisation, merci de nous avoir suivis, merci d'être présents et d'apporter aussi leur contribution nécessaire à la tenue de cette convention. Donc voilà, les premiers que je souhaite remercier, c'est eux. Après, il y a naturellement les équipes techniques. Alors, on a nos techniciens, Monique, Thierry, je crois, chez vous, hein, qui a fait, Jean-Yves qui a fait aussi beaucoup. Chez nous, on a la commission congrès avec Thomas, avec Fred, Pierre-Yves, et on a aussi les permanents qui sont beaucoup investis. Donc là aussi, c'est des éléments fondamentaux pour la réussite de ce congrès. Et puis naturellement, quand je regarde devant moi, vous qui êtes là, vous qui êtes venus aussi, qui avez aussi bravé le Covid et toutes les restrictions qu'on nous impose. Hein. Alors là, je regarde le Marseillais à côté de moi, qu'on vous impose un peu. Mais donc voilà, et je crois que on a vu une salle bien remplie pendant ces 2 journées. Donc merci à vous, et ça c'est aussi, je pense, un gage de réussite. Une salle respectant les gestes barrières, il faut le dire. Donc, Oui, ça, et je réinsiste, hein, surtout, voilà, et jusqu'au bout, on fait attention avec les gestes barrières. Avais-tu quelqu'un de particulier à remercier, non? Non, Dominique a dit, il a fait le large tour. Je ne vais pas compléter. On aurait pu remercier aussi certains intervenants qui ont été particulièrement engagés. J'ai particulièrement aimé la table ronde sur... Oui, mais... Et on va parler de quoi, sinon? sur les urgences préhospitalières. Il est en train de dire qu'il meuble. Oui, exactement. Non, c'est pas prêt. Donc effectivement, on est... On peut peut-être parler, effectivement, et moi je voudrais juste dire un mot par rapport à la déception qui est la nôtre de ne pas avoir le ministre avec nous cet après-midi. Parce que c'était un engagement ferme de sa part, et vous verrez à travers la vidéo, je pense qu'il était venu, il avait un message à faire passer, donc c'était vraiment une volonté d'être là. Maintenant, il y a des circonstances, et je pense que tout le monde les comprend bien, qui font que effectivement il y a peut-être des missions qui sont plus prioritaires à l'heure actuelle que de venir ici. Mais il a quand même fait l'effort. Là, je pense que l'opiniâtreté de Thierry n'y est pas pour rien. de nous avoir transmis une vidéo. Nous, on a pu la consulter, qui est quand même de belle qualité. Tout à fait. Qui n'est certes pas un discours en présence, mais varie probablement assez peu de ce que nous aurions obtenu en présence. Est-ce que la technique peut me donner des informations sur le niveau de chargement et de disponibilité du discours? 10 minutes, ça augmente au fil de l'eau, donc bien, mais c'est pas grave. C'est notre métier que de faire face à l'impromptu, à l'incertitude et au changement. Donc, première... et on verra si le discours du ministre soutient ce que nous sommes en train de dire. Quels sont les messages directeurs que vous retenez de cette convention? Alors déjà, je me souviens de l'introduction que nous avions fait en ouverture avec Dominique, où on avait donné quelques axes. L'axe d'écouter nos partenaires, de savoir quelle était leur stratégie, quelle était la vision qu'ils avaient de l'ambulancier de demain. Et là, je vois qu'en les écoutant attentivement, on voit la ligne à prendre pour réussir notre objectif de l'ambulancier d'après. Et ça, je dis à Dominique, bravo, parce que ce n'était pas joué au départ. Et par notre opiniâtrité de tous les deux depuis pratiquement 1 an aujourd'hui, on est arrivé à ce moment-là.
Et d'ailleurs, ça se ressent bien au niveau des tables rondes, parce que qui aurait imaginé une table ronde avec François Bonnet et Jean-Luc Bellaval d'un côté et quand ils ont fait cette table ronde-là, on n'en a vu qu'un. On a vu cette complémentarité, cette action qui a été menée, qui était fantastique. Je parlerai aussi de la table ronde de Maurice Wolf et de Marc Basset. Alors eux, c'est un vieux couple. Parce que même quand on ne travaillait pas ensemble comme on travaille aujourd'hui, ils se parlaient beaucoup. Et ça a toujours fonctionné. Et moi, j'ai connu Marc en 2002, ou 2000 même, pour la préparation de la garde. 98. Ouais, oui. Tu m'as fait perdre 2 ans, là. C'est dommage. Je pensais être encore jeune. Et de cette Vous êtes encore si vieux que ça. Et cette complémentarité, on l'a vu tout au long des tables rondes. Et sur tous les dossiers. Et là, Dominique, merci et bravo. Parce que je me souviens, l'université qu'on avait lancée, donc que j'avais lancée sur Montpellier l'année dernière, où je disais, on va tendre les bras. Tu as fait la même démarche. Nous avons été les 2 seules fédérations à répondre à cela. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Et je crois qu'on ne peut pas réinventer le monde de demain si on n'a pas une forte collaboration comme celle qui est en train de naître entre nous. Ça fait déjà, je crois, 8 ou 10 mois qu'on travaille de façon coordonnée. On travaille ensemble de façon coordonnée, les deux. Et les résultats sont là aussi. Je crois que vous avez entendu les chiffres qui ont été évoqués au long de ces 2 jours. Vous avez entendu les différentes pistes qui sont engagées, les dossiers qui sont sur la table. Tout ça, ça nécessite un travail colossal. Et c'est vrai que le fait d'être à 2, ça simplifie pas les choses. Au niveau du travail, au départ, ça simplifie pas les choses. Parce qu'il faut se caler, il faut discuter beaucoup. On n'est pas toujours d'accord. Des fois, il faut qu'on discute. Ça arrive. Mais après, par contre, ça facilite le travail. Parce qu'après, quand on arrive au niveau des décideurs et au niveau des institutionnels, là, le discours, il était travaillé. Puis quand on est plusieurs, j'allais dire 2, mais en réalité c'est faux parce qu'on est plus que ça. Donc quand on est plusieurs à avoir travaillé ce discours, à avoir choisi les mots au mot près des fois, le message il passe mieux. Il est plus percutant, il est plus clair, et on se rend compte qu'apparemment il est mieux entendu. Donc on est plus efficace. Et ça je crois que c'est, et on l'avait senti déjà depuis un peu plus longtemps, mais qu'à un moment il faut passer par ce système-là, si on veut réussir à obtenir quelque chose, si on veut que la profession, si on veut upgrader la profession. Et je crois que c'était là le sens de notre démarche et du travail qu'on a mené pendant ces presque 1 an. Si je peux rajouter un clin d'œil et une félicitation, c'est que quand on est ensemble, on va moins vite, mais on va plus loin. C'est ce que tu disais. Et je vous ai vu tour à tour dans les préparations, tous les deux, et puis les conseils d'administration, pour ceux que j'ai pu fréquenter, ravaler vos agacements. Parce que, évidemment, tout ne va pas de soi tout de suite. Ça nous arrive. Et il faut valoriser ça. Parce que, oui, lorsque 2 personnes sont parfaitement d'accord, en général, il n'y en a qu'une seule des 2 qui pense. Là, je peux vous dire qu'il y en a bien 2 qui pensent et bien 2 conseils d'administration qui pensent ensemble. Je crois que ce qui est plaisant à voir de l'extérieur, c'est de se dire que vous avez compris que vous n'aviez pas les moyens de partir divisé, que l'avenir de la profession exige que vous vous entendiez, et ça nécessite des renoncements à un petit peu d'ego, de renoncement à un coup de patte qu'on a envie de donner et qu'on ne donne pas. Et ça mérite d'être félicité aussi, parce que votre succès en dépend. A-t-on des nouvelles de la vidéo ? Allô ? S'il dit 15 minutes... 1 minute. 1 minute, c'est bon. Et puis après le discours d'Olivier Véran, on essayera de descendre très concrètement dans les points que nous avons cernés comme des points de construction qui méritent d'être portés devant les pouvoirs publics, devant tous les appels du pied qui ont été faits, les présidents de région, le directeur de la CNAM, la directrice de la DGOS, peut-être le ministre, que sait-on ? Mais en tout cas, vous avez besoin d'avancer avec des dossiers concrets, palpables entre les doigts. Et je crois qu'on en a quelques-uns. Bon, il faut encore, oui.
C'est ça la magie du direct, diraient les gens des médias. Mais c'est d'autant plus méritoire qu'il y a une autre dimension. Par le fait de l'organisation, pour une des premières fois, vous n'avez pas eu la parole. On n'a pas consacré des temps à donner la parole à la salle. Et pourtant, je parie, je suis sûr, je sais qu'il y a des colères sourdes, des peurs, des tensions qui existent dans la salle. Et je crois pouvoir dire que vous les avez bien représentées sur scène, dans les négociations ou sur scène, en faisant valoir les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, parfois les absences des institutions, mais aussi, ce qui a été récurrent, l'observation que le regard des institutionnels sur votre profession, depuis le Covid, a changé en bien. Il y a une fenêtre de tir, un saut de crédibilité, un saut de légitimité qui a été produit. Oui. Bruno, tu as mis... Non, mais attends, il va attendre 2 minutes aussi. Oui, maintenant, on va le faire attendre. Oui, non, il va attendre un petit peu. Chacun son tour. Oui, non, mais attends, chacun son rôle. Ah Oui, ouais, oui. un petit peu. Non, on s'est un peu brossé tous les deux, en disant, on a travaillé la complémentarité, on a travaillé ensemble, tout cela. Les résultats sont là. Ce n'est pas tout à fait cela. Parce que si vous, pendant la période de crise qu'on a vécue, vous seriez resté dans vos penotes, sans prendre les risques que vous avez pris, sans vous mettre en avant comme vous avez bien, on aurait pu avoir la complémentarité qu'on voulait, on n'aurait jamais pu obtenir ce qu'on a obtenu. Et si on a exprimé, si François Braun a dit il faut se réinventer, c'est parce que nous sommes déjà réinventés dans certaines régions et il va falloir le dupliquer. Voilà, je peux vous laisser la visio, monsieur le producteur. Éteignez les lumières et allumez l'écran. Monsieur le Président, cher Dominique Huneau, Monsieur le Président, cher Thierry Schifano, Mesdames, Messieurs, chers tous, hélas, je ne peux pas être présent avec vous cet après-midi comme je m'étais engagé à l'être en raison de la crise sanitaire qui me mobilise et qui me fait prendre le chemin de Marseille aujourd'hui en urgence pour me rendre à l'hôpital, à la PHM, à la rencontre des équipes et expliquer les raisons pour lesquelles nous avons été obligés de renforcer les mesures de gestion pour protéger la population marseillaise. J'espère que vous ne m'en voudrez pas non plus si je commence donc d'abord par vous parler de cette crise sanitaire qui a nourri les échanges que nous avons eus ces 6 derniers mois. Depuis le début de celle-ci, vous êtes mobilisés, vous êtes en première ligne et pour cela, pour votre engagement, je voulais vous dire toute ma gratitude. Merci. Du fond du cœur, merci. L'histoire de votre profession est intimement liée d'ailleurs, depuis sa création et à travers les époques, à notre histoire militaire. Et s'il a beaucoup été question de guerre contre le virus, force est de constater que vous avez répondu à l'appel. Vous vous êtes mobilisés et vous avez joué, vous jouez et vous jouerez demain un rôle décisif. Vous avez été au cœur de la réponse apportée à la prise en charge des patients, à la continuité des soins, et vous avez travaillé dans des conditions, je sais, très difficiles, dans des conditions parfois pénibles, mais vous avez tenu. Dans les premiers jours de cette déferlante épidémique, des priorités ont été fixées, qui visaient à protéger d'abord ceux qui étaient en première ligne, à vous protéger. S'il y a pu avoir des retards, et parfois de l'incompréhension, je tiens à rappeler que les transporteurs sanitaires ont été inclus de plein droit dans tous les dispositifs mis en place. Dès la définition de la stratégie nationale de gestion et d'utilisation des masques de protection, au mois de mars, une dotation hebdomadaire a été prévue spécifiquement pour les transporteurs sanitaires, de sorte qu'ils puissent prendre en charge les patients suspectés ou confirmés. Il a fallu se concerter, je ne le conteste pas. Mais les échanges entre les fédérations nationales et mes services et mon cabinet ont permis, dès le début du mois de mars, d'adapter la répartition des matériels de protection à l'activité hétérogène des entreprises. Progressivement, nous avons identifié ensemble un interlocuteur unique dans chaque GHT, souvent la TSU,
pour un approvisionnement à la fois rationnel, cohérent et adapté. Par la suite, avec le déconfinement, la dotation pour les professionnels du transport sanitaire a été augmentée, son champ a évolué. Je pense en particulier à la livraison à votre demande de masques FFP2 destinés aux ambulanciers privés qui réalisent des manœuvres sur les voies respiratoires des patients. S'agissant des protections individuelles, contrairement à une idée reçue, l'État n'a pas organisé de réquisition et n'a donc pas pu mettre en place de circuits centralisés de distribution. Pour autant, nous n'avons pas rien fait. Nous avons publié des consignes en cohérence avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, est-ce que les transporteurs sanitaires ont été livrés à eux-mêmes ? Je ne le crois pas. Et dire cela, ce n'est pas rendre justice aux échanges constants que nous avons eus, par le biais de mon cabinet, de mes services, mais aussi, évidemment, par le biais des agences régionales de santé sur tous les territoires. Tout n'a pas été parfait. Je ne suis pas devant vous pour un grand oral, ni de justification, ni d'autosatisfaction, mais si l'on garde le sens de la mesure, en nous retournant sur ces derniers mois, le constat que je fais est celui d'une adaptation à une situation inédite qui a mis tous les acteurs du système de santé en tension, comme jamais, en France comme dans le monde entier. On parle souvent de résilience, parfois à tort, parfois à raison. Je crois que vos entreprises ont prouvé pendant cette crise que non seulement elles étaient absolument indispensables à la bonne prise en charge des patients, mais aussi qu'elles étaient incroyablement résilientes. J'y vois la marque de ce qui fait l'ADN de beaucoup de vos entreprises. Un ancrage local fort, connecté aux besoins d'une population et d'un territoire, une organisation souvent familiale, où l'on travaille dans la confiance, sans compter ses heures, et surtout un vrai sens du service auprès des personnes vulnérables, malades et âgées. Bref, le secret de votre résilience, c'est d'abord la passion de votre métier, la passion d'un beau métier. Ayant dit cela, je sais aussi que la passion ne fait pas tout. Je n'ignore rien de vos difficultés, parce que la crise a bouleversé vos pratiques et provoqué des surcoûts très importants. Par l'acquisition d'équipements de protection individuelle, par la nécessité d'une désinfection systématique ou encore par l'immobilisation plus longue des véhicules. Vos difficultés, je ne les ai pas esquivées, je les ai regardées en face. Et j'ai décidé qu'une dotation spéciale de 10 millions d'euros serait versée par les ARS aux entreprises impliquées pendant la période de crise au titre de la prise en charge des patients. Par ailleurs, pour surmonter les difficultés que je viens d'évoquer, vous avez pu bénéficier de plusieurs dispositifs de soutien financier. Comme professionnel conventionné avec l'assurance maladie, vous pouvez solliciter une aide garantissant la couverture de vos charges fixes, mais également des soutiens de la puissance publique au titre du chômage partiel et du versement d'indemnités journalières. Je sais que ces mesures, dans certains cas, ne feront pas revenir un chiffre d'affaires au niveau qui était le sien avant la crise. Mais elles sont là, elles existent, et je tenais à ce que ces outils soient proposés. C'était, je crois, la moindre des choses. Nous devons regarder l'avenir ensemble. Notre système de santé est en pleine mutation. Les pratiques évoluent, les professionnels se réinventent. Je n'imagine pas que les transporteurs sanitaires restent figés et comme en retrait de ce grand mouvement. Regarder l'avenir, c'est peut-être d'abord voir ce qui a été fait et traversé avant une crise sanitaire, qui, il faut bien le reconnaître, a pris la dimension d'une faille spatio-temporelle et pourrait faire oublier tout ce qui l'a précédé. Avant cette crise, il y a eu la réforme dite de l'article 80, qui a été mise en place à compter de la fin 2018. Ça n'a pas été facile. Beaucoup d'échanges entre nous tous. Je crois qu'on a su reconnaître qu'on avait parfois été trop vite, parfois trop imprécis dans les consignes données sur le terrain. Nous avons rectifié le tir et nous vous avons accompagné pendant de nombreux mois. Un comité de suivi a été mis en place par mon cabinet tout au long de l'année 2019 et des aides exceptionnelles en trésorerie ont pu être délivrées. Les textes ont été modifiés et je crois que finalement, on a trouvé un bon équilibre. Surtout suite à ces réunions, vous avez aussi mis en avant vos difficultés économiques et nous les avons reconnues. Une aide exceptionnelle de plus de 40 millions d'euros a été dégagée pour soutenir les plus en difficulté d'entre vous en 2020. Des négociations sont donc en cours avec l'assurance maladie. Ces négociations se sont accompagnées au mois de juillet de la reprise des concertations sur la réforme des transporteurs urgents préhospitaliers
qui se poursuivront très prochainement avant que soient publiés de nouveaux textes réglementaires d'ici le mois de décembre. Notre objectif est clair, c'est que la réforme s'applique pendant le premier semestre 2021, je m'y engage devant vous. Pour vous permettre d'attendre cette réforme, nous avons aussi dégagé une enveloppe de 40 millions d'euros en 2020, je le disais. Au total, nous ne sommes donc pas restés les bras ballants. 80 millions d'euros vous ont été versés via le FIR cette année, et je vous informe que ces aides seront prolongées en 2021 jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles modalités de rémunération conventionnelle. Celles-ci permettront aussi d'avancer conjointement vers la modernisation du secteur, avec le développement du VSL et du transport assis qui, vous le savez, me tient à cœur. J'ai parlé il y a quelques instants d'un système de santé en pleine mutation et j'ai parlé de la nécessité pour tous les acteurs de se réinventer, de se diversifier, d'imaginer de nouvelles pratiques. Nombreux sont les outils qui permettent d'engager des changements et de créer, c'est le cas du fameux article 51, dont le but est précisément d'expérimenter et d'innover pour mieux soigner. Cet outil est à votre disposition. Le président de la FNMS a eu la bonne idée de s'en saisir et le projet que vous portez ne date pas d'aujourd'hui. Votre idée, je pourrais dire votre intuition, cher Thierry, c'est que beaucoup des entreprises que vous représentez ont une double activité et peuvent, de ce fait, transformer les taxis en véhicules sanitaires légers. Cette idée est une bonne idée, parce qu'elle permet d'amplifier vos capacités d'intervention, elle permet de gagner en réactivité comme en efficacité. Je vous annonce donc aujourd'hui, et j'en suis très heureux, que cette expérimentation pourra être travaillée au plus vite dans 3 régions, le Grand Est, l'Occitanie et la région PACA. Regarder l'avenir, c'est voir aussi qu'il y a un enjeu immense dans le domaine de la formation, et je sais que le président Schifano y est très sensible. Nous devons sur ce sujet, comme sur les autres, travailler main dans la main et avancer ensemble. Je sais que face aux difficultés de recrutement, vous souhaitez la mise en place d'un dispositif allégé, raccourci, d'obtention du diplôme d'État d'ambulancier. Le ministère avait avancé sur ce sujet fondamental avant la crise sanitaire et la Direction générale de l'offre de soins l'avait envisagé. Qu'est-ce qu'elle avait envisagé ? D'une part, la mise en place d'un dispositif spécifique pour obtenir une attestation provisoire d'exercice de la profession d'ambulancier, avec formation raccourcie pour les auxiliaires ambulanciers disposant déjà d'une expérience d'1 an. D'autre part, la réingénierie du diplôme, avec notamment la mise en place de l'accès par la VAE. Par ailleurs, la CNSA porte depuis plusieurs années une demande de rédaction d'un référentiel de compétences des ambulanciers, cher à Dominique Huneau, parce qu'il n'existe qu'un référentiel de formation et il date de 2006. Je vous le dis comme je le pense, c'est une demande parfaitement légitime et très franchement, nous pouvons avancer très vite sur ce dossier. Puisque nous sommes dans la prospective à court, moyen et long terme, je ne peux pas ne pas parler de la réforme des transports sanitaires d'urgence qui, en plus de prévoir une revalorisation financière des prestations, doit redonner une place centrale aux transporteurs sanitaires privés dans l'urgence préhospitalière. Alors je sais qu'il y a sur ce sujet de la confusion, un peu de perplexité. D'autres acteurs de l'urgence préhospitalière ont pu laisser entendre ces derniers temps dans des livres blancs ou des communiqués qu'ils auraient dorénavant le monopole en quelque sorte de l'exercice. Je voudrais que les choses soient très claires. Il n'y a pas de volonté et encore moins de projet de redéfinir les missions respectives des uns et des autres. Je sais que vous traversez une période difficile et parfois où vous trouverez des obstacles, réels ou supposés. Vous me trouverez à vos côtés pour les surmonter et pour vous défendre chaque fois que ce sera nécessaire. Mesdames, Messieurs, je connais les enjeux qui sont les vôtres. Je sais aussi que vous souffrez parfois d'un double discours qui consiste à dire quand les choses vont mal que vous êtes des soignants, quand les choses vont bien que vous êtes des transporteurs. Il ne peut y avoir à votre endroit tantôt de la gratitude et tantôt de la reconnaissance et tantôt une forme sinon de dédain, en tout cas d'indifférence. Dans mon esprit, bien avant de franchir les portes du ministère, vous êtes des blouses blanches. Vous êtes des acteurs incontournables de notre système de santé et vous devez être fiers d'exercer ce beau métier qui est une belle mission fondamentale. Je vous l'ai dit, je vous le répète, contre tous les vents contraires, je serai à vos côtés, avec mon énergie, avec ma détermination
avec mon envie de faire avancer les choses vite et bien. Dans les semaines et les mois qui viennent, je sais que je peux compter sur vous et vous pouvez toujours compter sur moi. Je vous remercie. Monsieur le Président, cher Dominique Huneau, Monsieur le Président. Des réactions à chaud ou on rentre dans l'analyse de... Vous tombez la veste? Oui, c'est une bonne idée. Donc, quels sont les sujets qui étaient déjà latents dans les tables rondes, que le ministre a repris et que vous allez faire vôtre dans les jours qui viennent? Il a pris déjà 2 dossiers qui étaient portés par une fédération et l'autre, qui étaient l'article 51 et le référentiel de compétences. Donc là, il y a déjà, je pense, des engagements qui sont relativement précis. Donc là, déjà, c'est des dossiers qui nous importait de faire avancer. Donc de ce côté-là, je crois que c'est déjà quelque chose de... Le micro plus près de ta bouche. C'est déjà quelque chose de bien. Donc c'est le premier point qui me vient à l'esprit dans la discussion. Mais il n'y a pas que ça, non. Je crois que... Alors j'étais impressionné tout à l'heure. Je crois que le thème où j'ai dit, il connaît bien sa leçon. C'est-à-dire que je pense que c'est une interview qui est documentée et il l'a pas fait... elle a été préparée. C'est-à-dire que le discours qui, à mon avis, devait être fait ici en présentiel, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on voit que voilà, il y a eu de la préparation et les services derrière ont bossé. Mais ce qui est plaisant, c'est qu'ils ont monté des informations qui nous conviennent bien. Donc c'est que le message qu'on a réussi à faire passer n'était pas trop perturbé. Donc là aussi, je pense que c'est quelque chose de positif et qui est encourageant. Donc maintenant, comme il l'a dit, la route est encore longue, il y a encore du travail. Tout n'est pas encore acquis. Alors, balayons point par point. Quels sont les acquis, les confirmations, notamment sur les dimensions les plus névralgiques, sur l'argent? Et quel salaud, il ne fallait pas l'inviter. Hein. Tu as raison. Voilà. Très fort. Ben oui. On n'a pas dû répondre. Pour moi, le premier point, le point le plus important, parce que sans ce carburant-là, ça ne peut pas fonctionner, c'est la reconnaissance qu'il nous a apportée. Et je crois que c'est le message le plus fort. Et ce que je disais avant son intervention, c'est grâce à vous que cette reconnaissance existe. Et ça nous ouvre le carburant nécessaire pour amener toutes nos réformes. Le second élément que je vois, et souvent, puisqu'on a une certaine bouteille, notamment avec François et toi Dominique, sur les négociations et sur les ministres qui sont passés, c'est la première fois que je sens aligner le ministre, la DOS, la DSS, l'assurance maladie, les SAMU. Tout le monde est aligné à l'intérieur. Si nous savons prendre notre richesse dans cet alignement-là, je pense qu'on est capable d'amener notre réforme telle qu'on veut la mener. Et ça fait écho avec ce que disait François Braun. Il faut tout renverser, il faut reconstruire de nouveau. Et le message fort que j'entends là aussi, c'est contre vent et marée, je serai à vos côtés. Il prend des risques parce que quand il vient faire un discours, certes, c'est un discours, il peut partir. Il y a un enregistrement. Et je connais la finesse de Dominique et de nous sur lui rappeler ce qui est exprimé, mais je pense qu'on n'aura pas besoin de le rappeler, c'est trop marquant. L'autre message que j'entends, c'est que les atouts ont été reconnus. Certes, pour la distribution de masques, mais ça a été huilé, ça a très bien fonctionné. Servons-nous de cela pour mettre les atouts au cœur de la réforme de l'urgence hospitalière. Arrêtons nos guerres intestines. Arrêtons tout cela, je ne parle pas de nous dans cette approche-là, mais ce qu'on voit dans les différents départements, parce que ce qu'on a pu faire sur le département, il faudra que sur le national, le département puisse le faire. Mais dans un acte vertueux, et non pas ce qu'on a pu voir d'un côté ou de l'autre. Et aujourd'hui, on a les outils pour cela.
Alors, oui, je voudrais juste rebondir 30 secondes, Thierry, sur ce que tu dis. Tu parlais de l'échelle du département. Tu citais un exemple, j'étais avec toi hier sur le sujet, mais je crois que ça, c'est une notion qu'il faut absolument que vous preniez en compte, parce que c'est une notion qui va être fondamentale dans le déploiement du système et de l'organisation qui va être mise en place. À l'heure actuelle, l'ensemble de tous les textes qui régissent notre profession se situent au niveau départemental, à travers notamment des codes AMUPS et compagnie. Donc il va falloir qu'une fois que toute la machine au niveau national et que tous les textes vont être sortis, il va falloir qu'il y ait un gros travail au niveau des régions et des départements pour que tout cela puisse se mettre en œuvre et puisse s'embrayer correctement. Et là, il va falloir que vous vous organisiez. Il va falloir qu'on vous aide peut-être, qu'on trouve les moyens de vous aider dans le sens-là. Mais il va falloir que vous aussi, sur le terrain, vous alliez au charbon pour pouvoir faire en sorte que les réformes qui sont en place soient des réussites. Et ça, c'est important parce que rien ne se fera sans passer par cet échelon-là. Donc, et cet échelon, c'est vous qui le maîtrisez. Nous, on peut vous apporter des éléments complémentaires, des dossiers, des renseignements, mais c'est vous qui êtes sur le terrain. On ne pourra pas être dans chaque département pour régler ces problèmes-là. Donc, c'est à vous que ça va incomber. Alors, tu m'as posé la question, Bruno, de l'argent. Je finis sur le point que vous venez de traiter pour le poser comme un chapeau. Et on se dit, celui-là, on l'a bien traité. Le ministre dit... il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'intention de changer les lettres de mission. C'est important, il s'engage. Hein. Il dit, quoi qu'il soit dit aujourd'hui, les lettres de mission restent les mêmes. Et ça rebondit et ça confirme ce qui a été dit dans les tables rondes. Laissez-nous la pleine responsabilité de ce dont nous sommes responsables. Et donc, responsables de s'organiser sur les territoires. Donc, le premier point sur lequel toute la chaîne du ministre jusqu'au transporteur sanitaire local, c'est que chacun exerce sa responsabilité là où il doit. Et bien sûr, on déclinera ça sur des référentiels de compétences plus tard. Mais c'est un premier point. Deuxième point, le nerf de la guerre. Alors, le nerf de la guerre, je vais l'aborder différemment encore. Je vois que son discours est sincère, parce qu'on a un vrai désaccord avec lui. Le vrai désaccord, c'est le FIR de 2019. Pour nous, lorsqu'on va chercher la négociation, on vient chercher l'année 2019. Pour preuve, c'est que les 80 millions qui ont été donnés, 40 pour la garde, 40 pour nos entreprises, donc pour le transport hors urgence hospitalière, et les 40 de garde, ça je l'ai exprimé, on les a encaissés juillet. L'autre, on les a encaissés en mars, mais sur l'année 2019. Et là, ils essaient de nous faire une année blanche sur l'année 2020. On l'a entendu, on a déjà fait passer, à la première réunion où on était avec Dominique et nos équipes, dit attendez, on n'est pas d'accord. Et là, le travail que Maurice et Marc ont fait de démontrer que dans nos bilans, on l'avait déjà réintégré, c'était pour cette ligne-là. Donc, sincère dans ses propos, il sait que c'est une pierre d'achoppement, il sait qu'on va aller au combat ensemble, et on va trouver une solution pour le dégager. Et les solutions, il n'y en a pas 50, il y en a 2. Soit ils sont capables, dans une mesure d'urgence, d'abroger la période de 6 à 8 mois du risque d'opposition à l'assurance maladie, parce que, souvenez-vous, quand on signe un accord, il se met en application 8 mois après. Soit ils sont capables de le ramener dès novembre ou décembre, et on ne parle plus du FIR, soit ils ne sont pas capables, il faudra qu'on aille chercher ces 80 millions d'euros. Parce que, dans les estimations qui ont été faites, on sera à moins 3,64% de résultats. Ça veut dire qu'on ne sera plus là. Parce que si c'est 3,64 en moyenne, ça veut dire qu'il y aura des entreprises qui seront à moins 8, moins 9, moins 10, et des entreprises qui vont être à 0,2, 0,3. Donc, pour nous, il est vital de cela. Et comme il a toujours dit qu'il serait à nos côtés pour nous sauver quelques dangers que ce soit, ben on saura lui rappeler pour la démarche. Voilà pourquoi je parlais de ce côté de sincérité. L'autre élément, il te dit, c'est pas le sujet, mais ça fait rien, je vais quand même le dire. Quand il nous dit, c'est pendant les périodes de guerre qu'on vous voit, et j'ai considéré que la guerre du Covid était une guerre. Moi, il m'est arrivé tout de suite l'image des taxis de la Marne. Les taxis ont su faire leur réputation, leur fonctionnement, parce qu'il y a eu les taxis de la Marne. La CNCF est arrivée à avoir tout ce qu'ils ont obtenu parce qu'il y a eu les cheminots qui sont engagés dans la guerre.
tiens, on a le pain et le couteau pour y aller. Il faut qu'on continue cette solidarité qui est entre nous, ce travail qui a été fait entre nous pour l'amplifier. Et c'est peut-être pas facile au quotidien, je suis conscient, mais c'est à ce prix que nous gagnerons. Maintenant, que ce soit Frédéric Van Roque, pardon, le lapsus. Oui, mais c'était son adjoint déjà. Thomas Fatom. Je te laisse parler sur le tarif, non? Ouais, alors, non, sur l'argent, moi j'aurais effectivement, je vais reprendre ce que tu disais. On a un souci, c'est sur l'aide de sauvegarde. L'aide de sauvegarde parce que elle a été perçue en mars pour l'année 2019 pour nous, et pour eux, elle a été perçue en mars pour l'année 2020. Donc, du coup, ils sont prêts à payer 21, mais nous, il nous manque un trou. 2020, là, on a un problème, on n'a rien en face. Donc, alors déjà, l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils sont courants. Le message est passé, ils ont l'info. Maintenant, comment le traiter? C'est pour ça qu'on a posé la question ce matin de savoir si on pouvait raccourcir les délais de mise en œuvre. Comme ça, c'est beaucoup d'argent quand on parle de 40 millions, mais techniquement, on zappe le problème. C'est-à-dire qu'on n'a plus le problème puisqu'on a un nouveau système qui se met en place et du coup, on est rémunéré correctement le plus tôt possible. Et voilà, ça se règle. Donc ça, c'est un souci, mais bon, là, il va falloir qu'on bosse. On sait qu'on a un challenge à relever. Le deuxième aspect, et on parlait de Thomas Fatom à ce niveau-là, par rapport donc à l'urgence préhospitalière. Oui, les lettres de mission, elles sont claires, tout le monde le dit à un moment. Voilà. Les ambulanciers, on leur confie une mission, il faut que vous rémunérez la mission qu'on leur confie. Lui, ça lui pose un problème parce que c'est vrai que dans son budget, il ne s'est pas valorisé. Donc il faut qu'on arrive à la fois lui rappeler quelle est la lettre de mission qui est la sienne, et le rassurer aussi sur le fait que on est ouvert à la discussion, qu'on est pour un contrôle régulier et qu'on sait qu'on n'est pas des monstres, qu'on sait s'adapter aussi, qu'on sait comprendre les difficultés et qu'on est aussi comptable du denier public, donc comme tout le monde. Donc là, ça aussi, ça va être une mission qui va être difficile. En plus, il arrive en poste, c'est pas évident. En ce moment, tous ceux qui arrivent dans la santé en ce moment n'ont pas des postes faciles. Donc, il va falloir être convaincant. Ça va être du travail aussi, ça. Donc là, on vient de traiter des sujets qui sont sur le socle. Ce qu'on fait aujourd'hui, comment on l'améliore, comment on le réorganise, comment on l'optimise. Le titre de notre convention, c'est l'ambulancier d'après. Et la porte ouverte significative, c'est réinventez-vous et je serai à vos côtés pour vous aider à vous réinventer. Qu'est-ce que nous avons comme ingrédient que vous allez pousser maintenant pour aller vers cette réinvention, cette création de services supplémentaires, ce surcroît de motivation et d'intérêt pour le métier? Qu'est-ce que vous allez pousser devant et qui est apparu pendant cette convention? Alors, on l'a déjà poussé. D'accord. On l'a déjà poussé, c'est l'ambulancier post-avancé de la santé ou post-avancé de l'hôpital. C'est aussi la télé-expertise qui a permis cela. C'est ce qu'il a exprimé sur la partie de la garde de la réforme. Mais ce que je retiens aussi, c'est que tout le monde a reconnu que le modèle conventionnel qui nous a animés jusqu'à aujourd'hui est arrivé à son terme. C'est le moment d'aller dans ce que tu appelles de tes voeux depuis longtemps, la facturation à l'acte. Il faut qu'on arrive à le rentrer et l'introduire. Et certainement que l'urgence préhospitalière peut être ce modèle d'expérimentation et cet incubateur pour le réaliser. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me jeter des tomates, mais j'en ai l'habitude et je les assumerai. Il y a ce qu'on a vu sur l'acte de téléservice pour arriver à fonctionner et à construire. Et on a aussi parlé, si cet acte de téléservice peut fonctionner, c'est parce qu'on est capable de faire des optimisations. Puisque les 40% de transports qui ne seront plus faits, puisqu'il y a 40% des patients qui ne sont pas... Pardon, je reformule. Il y a 40% des transports que nous faisons qui ne sont pas suivis d'une hospitalisation. Ça a un coût. Et là, c'est une source où on peut aller récupérer de l'optimisation. C'est ce qu'il a exprimé. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que je te donne? Le second élément, et je crois qu'autour de la salle, vous nous l'avez tous dit, c'est qu'il y en a ras-le-bol de la fraude. Il y en a ras-le-bol de cette image qui nous est donnée. Parce que bien souvent, il y a des images qui sont pas, il y a des comptes qui ne sont pas dans nos bilans, qui est l'image de l'entreprise et sa valeur ajoutée. Malheureusement, aujourd'hui, pour cette fraude,
elle nous entache dans notre image de façon significative. Et en plus, on est spolié. On est spolié de 156 millions d'euros. Attention, quand je parle de fraude, je ne parle pas d'indue assurance maladie. Je parle de la vraie fraude organisée, telle qu'on a pu le voir dans certains articles de presse. Mais cet argent-là, il doit nous revenir. Alors, on n'est pas là pour faire de la délation, mais on est là pour mettre en place des outils comme CEFI, comme la géolocalisation, comme la transparence, comme de tracer toutes les missions et d'être transparent avec l'assurance maladie. Et de créer des objectifs à être performants, de récupérer ces sommes d'argent-là pour le faire. C'est comme ça qu'on va ouvrir notre enveloppe pour pouvoir le mettre au niveau qu'on doit être. Et en complément de cela, je te laisse la parole tout de suite, il y a la révélation qu'on est en train de négocier, la révélation sèche, sur laquelle on s'est basé, une base qui pour nous, notre socle minimum, qui est de 5,87%, qui nous permettrait d'avoir 4 points de marge, qui nous permettrait de pérenniser nos entreprises sur la période. Bien sûr, 4% net. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Thierry, et je vais répondre en même temps à la question de Bruno. C'est-à-dire que si on veut l'ambulancier d'après, là, la première des choses qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on aille chercher des sous. Parce que la situation est telle que là, on n'a pas le choix. Et voilà, les chiffres sont clairs. On est dans le rouge à partir de 2020-2021. Et pour l'instant, le compte n'y est pas. Thierry évoque 5,60. C'est dans le meilleur des cas, des meilleures projections possibles. On est plutôt sur une base de 7, 7,5. Ce qui nous paraît un peu plus... On est moins optimiste, on va dire. Après, personne ne le saura, mais on le saura qu'à terme, plutôt. Mais voilà, donc la première démarche à faire, c'est ça. Il va falloir qu'on aille chercher des sous. Donc ça, une fois qu'on aura ça, on pourra commencer à construire d'autres choses. Et là, effectivement, derrière, l'acte, oui, Thierry l'a dit, moi, effectivement, je suis attaché à cette notion d'acte, parce qu'à partir du moment où on va commencer à raisonner différemment. À partir du moment où on va parler d'acte, on va plus être un transporteur, parce que l'acte de transport, ça sera qu'un acte parmi d'autres. Donc on va devenir des ambulanciers dans un sens noble du terme, et on n'aura plus cette accroche systématique, des fois un peu péjorative, même que je ne pense pas qu'elle mérite de l'être, mais de transporteur. Donc voilà, c'est cette notion d'acte, elle va apporter à la fois cette reconnaissance, elle va nous faire rentrer dans une logique qui va nous permettre derrière de construire petit à petit une nouvelle fonctionnalité de l'ambulancier. Et on espère aussi un nouveau système de rémunération et de prise en compte de l'ambulancier par rapport aux missions qu'il réalise. Alors ces actes, ils peuvent être multiples, je l'ai cité un petit peu ce matin, mais ça peut être des actes administratifs. On a vu pendant le Covid, je crois que les médecins ont touché des codes-parts pour la réalisation des parcours de suivi des gens Covid positifs. Donc preuve que ça peut se faire. Ça peut être des actes de conseil, la gestion du parcours de soins. La gestion du parcours de soins, c'est quelque chose qui est hyper important. Et on est la clé de voûte dans le système. Parce que c'est nous qui translatons les gens d'un point A à un point B. Donc à partir de ce moment-là, on est la clé de voûte de l'organisation du système. On le voit de plus en plus. Alors ça marche pas encore très très bien, mais quand on essaye de cumuler les rendez-vous médicaux dans une même journée pour que le patient ait qu'un seul transport plutôt que d'en avoir deux. Les plus adaptés pour répondre à ça, c'est bien les ambulanciers, et c'est le genre de choses vers lequel on peut aller. Donc voilà un petit peu moi la vision et les éléments qu'on a envie de porter par rapport à ça. Donc on voit bien dans tout ce que vous avez présenté que beaucoup de choses sont intégrées. Ce que j'observe de l'extérieur, c'est face à la crise, il y a eu de l'intelligence collective. La question qui était posée, c'est comment faire pour qu'elle perdure, cette intelligence collective. Eh bien, cette intelligence collective, elle va perdurer si vous avez une intelligence économique. L'intelligence économique, elle passe par de l'expertise, et merci tonton Marc et merci tonton Maurice de nous avoir rappelé de faire attention à bien récupérer les 20% qui restent, de bien faire attention à ne pas éroder une partie des aides parce qu'on ne les fiscaliserait pas comme il faut. L'intelligence économique, ça va être aussi de montrer que lorsque la télé-expertise permettrait d'éviter des hospitalisations, ces coûts non dépensés doivent vous revenir. C'est l'esprit de l'intéressement de la CNAM. Donc tout ça, c'est en route. Vous avez des engagements, et je crois qu'ils ont été clairement exprimés, pour porter des nouvelles propositions
et négocier pas à pas au bon rythme dans le cadre de la négociation des urgences préhospitalières. Je pense que le tour d'horizon a été bien fait. Maintenant, ce que je voudrais aborder comme sujet, c'est comment vous allez vous y prendre, vous, les deux fédérations, pour consolider encore ce mouvement, consolider votre capacité à avancer vite. Alors, déjà, on constate qu'on a réussi à faire un truc on n'était pas certain de réussir du premier coup quand même. Hein, on a fait cette convention commune. À cette heure-ci, on peut dire que ça n'a pas trop mal fonctionné. Hein, donc voilà, déjà, ça c'est un premier point positif. Et je tiens à remercier aussi Thierry, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, c'est des fois difficile. On a aussi nos petits caractères et nos petits enthousiasmes. Oui, parce que c'est ça la vie vous aussi. Vous commencez à bien vous engueuler. Donc voilà, ça c'est déjà une chose, et c'est déjà quelque chose de bien à ce niveau-là. Je pense effectivement qu'on peut aller plus loin. Qu'on peut continuer à avancer. En tout cas, moi, c'est la volonté que j'exprime. Vous savez qu'on avait un conseil d'administration à la Chambre mercredi. Donc, on a abordé ce sujet de façon très claire. Pour l'instant, effectivement, la volonté de continuer à aller de l'avant, à travailler ensemble, à peut-être même aller plus loin encore dans le rapprochement entre nos fédérations, est pour nous quelque chose qui est tout à fait fondé et tout à fait construit. Alors, nous, on n'a pas eu notre conseil d'administration, mais on en avait un précédent. Et effectivement, on est sur la même lignée que toi. Et ce qu'on souhaitait, parce qu'on a bien sûr échangé à l'intérieur, c'est que le temps nous est quand même compté. Et on s'est fixé comme calendrier avec Dominique que d'ici la fin du trimestre 2020, on ait construit les bases de l'Alliance. Et cette alliance doit nous permettre, dans le premier semestre 2021, de collaborer de façon plus forte. C'est-à-dire de commencer à échanger entre les bureaux, entre les conseils d'administration, de faire des réunions ensemble. Puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Allez, nous faisons une réunion de notre côté, vous la faites du vôtre, on passe une énergie à se convaincre que le truc est bon. Peut-être qu'on peut concentrer ce temps-là pour arriver à se construire, parce que ce que vous faites, vous, au quotidien, dans vos entreprises, en vous rapprochant de vos collègues, en votre truc, il faut que nous fassions le même travail. Donc, en matière de calendrier, ça donne quoi ? C'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, le but, c'est de faire une charte qui va fonder les bases des mécanismes qu'on va mettre en route pour réfléchir à comment on peut essayer de rapprocher nos fédérations d'un point de vue concret, parce que c'est pas aussi simple que ça peut y paraître, hein, c'est un tout petit peu plus compliqué quand même. Donc là, il va falloir qu'on fasse travailler un peu les gens, les juristes et tout ça, ça va. Et ensuite, on puisse commencer déjà dès 2021, en tout cas c'est la volonté qui nous anime, de commencer à faire travailler au moins nos bureaux ensemble pour que on puisse encore être plus pertinent dans nos sujets et dans les propos qu'on porte. Il ne vous reste plus qu'à dire un dernier mot de la fin, à moins que j'ai oublié quelque chose. Bah, écoutez, cette année, on a un peu innové. Habituellement, on fait une fête la veille au soir. Elle n'y est plus ? Ben oui, elle y est maintenant. Donc, on a un peu innové. Et ça m'a fait peur, vous avez oublié la fête. Donc, on a prévu une petite animation jusqu'à 18h, 18h30, qui nous permettra aussi d'être avec nos exposants, parce que grâce à eux, on a pu y arriver. On n'y est pas arrivé du tout, hein, qu'on soit très clair. Cette année, il y a un déficit colossal dans l'organisation de notre convention première, mais nous avions pris le risque de le faire dans le cadre de la crise Covid, et il était important malgré tout, malgré l'argent que ça peut nous coûter, de le maintenir, et nous l'avons fait. Je crois que le taux de réponse et la présence, voilà. Votre présence justifie l'effort qu'on a fait, au moins financé déjà. Et tout à fait. Voilà, c'est... Je vous merci à tous en tout cas. Voilà. Je vous applaudis. Merci. Non, j'avais un pari avec François.